Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un troisième exercice sur les fonctions cosinus-sinus. Voilà, ça sera un défi avec une méthode longue, une méthode élégante. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF. Alors, il n'y aura pas tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors, je sais qu'en général, les vidéos, on regarde quelques secondes, quelques minutes, et puis en plus, quand il y a un polycopier associé, c'est peut-être mieux de travailler sur le polycopier. Enfin, voilà. Vous trouverez aussi un lien vers mon blog dans le descriptif de la vidéo, où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte. Alors, quand j'étais encore enseignant, de temps en temps, je donnais un défi à mes élèves. Alors, ils appréciaient pas toujours, surtout au début. Et puis, au fur et à mesure de l'année, ils se rendaient compte que plus ça allait et plus ils étaient capables de résoudre certains défis. Bon, je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de chercher. Bon, allons-y. Pour l'énoncer, le plan est muni d'un repère taux normé direct OIJ, gamma est le quart de cercle de son taux d'extrémité I et J, M est le point de gamma associé au réel T, où T est un réel de l'intervalle 0 pi sur 2, fermé en 0, fermé en pi sur 2. Le point B est le projeté orthogonal du point M sur la droite J, donc on va commencer à regarder la figure, voilà, le point M, associé au réel T, vous avez l'angle par exemple IOM qui a pour mesure T en radians. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Si le point M est distinct du point J, alors la droite BM coupe la droite IJ en S. La droite BM coupe la droite IJ en S. Alors évidemment, il y a un petit problème, c'est quand M va être en J, parce qu'à ce moment-là, B va être aussi en J, et puis S va être en J, donc c'est ce qu'on dit. Si le point M est confondu avec le point J, alors S égale J, et on aurait pu même dire égale B. Le point A est le projeté orthogonal du point S sur la droite I. Voilà. Et quand M est en J, en fait, A, c'est le point O. Et quand M est en I, A, c'est le point I. Bon, pour tout réel T de l'intervalle 0 pi sur 2, f de T est l'aire du rectangle BOA. Alors, pourquoi c'est un rectangle notamment? C'est un quadrilatère qui a trois angles droits, un en haut, un en B, et puis un en A. Donc, c'est bien un rectangle. On ne vous demande pas de le justifier. Déterminer la valeur du réel T appartenant à 0 pi sur 2 pour laquelle f de T est maximale. Donc, on veut chercher la valeur de T pour laquelle l'aire du rectangle BOAS est la plus grande. Bon, en fait, ce qui va nous intéresser, donc, c'est l'aire du rectangle BOAS. Alors, on va dire un certain nombre de choses. Par exemple, si on veut calculer l'aire du rectangle BOAS, a priori, on a besoin du produit de deux dimensions. Alors, on peut se dire que l'aire du rectangle BOAS, c'est OA fois B. Alors, est-ce qu'on connaît des choses? Comme B est le projeté orthogonal du point M sur la droite J, en fait, OB, on connaît, c'est sinus T. Puisque les coordonnées du point M, le point M, ses coordonnées, c'est cos T sinus T, et puis ça nous dit que le point B, du coup, son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est sinus T. Donc OB, en général, c'est valeur absolue de sinus T. Quand il y a une des coordonnées qui est nulle, on prend la valeur absolue de l'autre coordonnée. Mais ici, T appartient à 0 pi sur 2. Et dans 0 pi sur 2, le sinus est positif. Donc B, c'est bien sinus T. Bon, quelqu'un qui dirait tout de suite sinus T, je pense qu'il n'y a pas de problème, puisque quand on projette le point M sur l'axe ordonné, on obtient le sinus de l'angle T. Alors, il nous reste OB. Bon,
J'ai dû dire il nous reste OB à évaluer, mais non, c'est OA hein, qu'on a besoin d'évaluer. Alors OA, on va pouvoir dire que c'est égal à BS. Hein. OA égale BS. Par exemple. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer BS? Alors on va voir qu'il y a différentes méthodes. Alors dans le polycopier, je vous ai mis qu'une seule méthode, c'est la méthode qui utilise le théorème direct de Thalès, mais ici il y a beaucoup mieux à faire, enfin quand j'y ai beaucoup mieux. Peut-être plus élégant. Alors je vais essayer de coder un petit peu la figure. On va pas bien voir parce que les couleurs, bon. Si on s'intéresse au triangle JBS par exemple, pour essayer de trouver BS, ben, qu'est-ce qu'il a ce triangle JBS? Il a notamment un angle droit en B. Je vais peut-être le retracer ici, tiens. Ça serait peut-être plus malin. Donc voilà, je l'ai retracé ici. JBS, c'est un triangle rectangle en B. Et puis, quand vous regardez le triangle OIJ, OJ égale 1, OI égale 1, donc c'est un triangle rectangle isocèle. Ce qui fait que on va avoir un angle de 45 degrés en I. Donc ça, je vais le faire apparaître ici. Quand j'ai 45 degrés, c'est aussi I sur 4. Et donc, comme en haut, il y a un angle de 90 degrés dans le triangle IJ, l'angle en J, c'est aussi pi sur 4. Donc ici, on a... Bon, après tout. Voilà, on a pi sur 4, hein, J, S, I sont alignés. Donc ici, on a aussi pi sur 4, puisqu'ici, on avait un angle droit de pi sur 2. Ce qui fait que votre triangle JBS, il est rectangle isocèle en B, et donc la longueur JB, c'est la même que BS. Bon, ça, est-ce que c'est intéressant? OA est aussi égal à JB. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que JB, c'est par exemple OJ moins OB, puisque le point B appartient au segment OJ. OJ moins OB, ce qui nous donne du coup 1 moins, et on connaît OB, c'est sinus T. Donc on a OA et OB. Donc on va pouvoir calculer l'aire du rectangle BOA en fonction de T. Donc à l'écran, vous avez donc l'expression de l'aire du rectangle BOA. C'est pas très bien écrit tout ça, on travaille au brouillon. Là, je vais essayer d'écrire un petit peu mieux. Quel que soit la LT appartenant à 0, et puis pi sur 2. Alors le raisonnement qu'on a fait, c'est plutôt pour en fait T qui n'est pas égal à pi sur 2, mais si vous travaillez en pi sur 2, vous allez obtenir 1 moins sinus pi sur 2 qui va donner 0 fois 1, 0. Et effectivement, quand M est confondu avec J, B confondu avec J, S est confondu avec J, et donc la longueur BS vaut 0. Donc en fait, notre raisonnement va être valable pour tout T appartenant à 0, pi sur 2. Alors en général, on place plutôt sinus T en premier. 1 moins sinus T, ça revient au même. Bon, alors donc, si on veut connaître la valeur de T pour laquelle f de T est maximale, eh bien, on a un outil, c'est d'étudier les variations de la fonction f. Donc, quel que soit T appartenant à 0 pi sur 2, f de T égale sinus T facteur de 1 moins sinus T, et on a besoin de connaître f' de T. Alors, on va pas aller trop vite, on reconnaît que f, par exemple, c'est le produit de deux fonctions, u fois v. Alors, ici, je vais pas écrire la variable, on devrait écrire u de t, c'est sinus t, u prime. Eh bien, on sait que c'est cosinus t. Et puis v, c'est 1 moins sinus t. Et donc, v prime, c'est moins cos t. Et la formule nous dit que f', c'est u' v plus uv'. Bon, avec tout ça, on peut donc aller dire que
Pour dériver un produit, on dérive d'abord la première fonction, qu'on multiplie par la deuxième, et puis plus la première fonction, c'est sinus, sinus t, qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième, et ici c'est moins cosinus t. Bon, f' de t, alors évidemment le réflexe souvent c'est de développer, mais je vous rappelle que c'est le signe de la dérivée qui nous intéresse, donc on aurait peut-être intérêt plutôt à factoriser. Alors, est-ce qu'il y a possibilité dans les deux termes qu'on a de mettre quelque chose en facteur? On voit qu'il y a cosinus t qu'on peut mettre en facteur. Donc, on a intérêt à mettre cosinus t en facteur. Facteur de 1 moins sinus t moins sinus t. Alors ici, si vous aviez développé, vous auriez vu quand même que vous pouviez mettre cosinus t en facteur. Bon, mais il est peut-être préférable d'avoir toujours à l'esprit que quand on a une forme développée, on essaye de factoriser quand on veut le signe d'une expression. Donc on a cosinus t, et puis dans la parenthèse, 1 moins 2 sinus t. Donc on a une forme factorisée pour f' de t ici, que j'appelle souvent ff, une forme développée, j'appelle fd. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Étudier le signe du premier facteur, et ensuite étudier le signe du deuxième facteur. Alors pour cosinus t, ça sera pas trop difficile a priori, puisque quand t appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus t est toujours positif. Mais c'est toujours intéressant de savoir quand est-ce qu'une expression s'annule. Alors cosinus t va s'annuler en pi sur 2. Ensuite, on étudiera le signe de 1 moins 2 sinus t qui lui va changer de signe. Alors comment on sait qu'il va changer de signe? Par exemple, si vous prenez t égale 0, vous allez obtenir 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 1. Et si vous prenez t égale pi sur 2, vous allez obtenir 1 moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Donc en 0, on a une valeur positive, et en pi sur 2, une valeur négative. Donc certainement, 1 moins 2 sinus t va changer de signe, donc il va certainement s'annuler. Voilà pourquoi on sait qu'il faut étudier le signe de 1 moins 2 sinus t en résolvant par exemple une inéquation, 1 moins 2 sinus t plus grand que 0 par exemple. Alors pour le signe de cosinus t, donc on a dit que si 0 est supérieur à supérieur à 0 est strictement inférieur à pi sur 2, alors cos t, on sait qu'il est strictement positif. Et si t vaut pi sur 2, alors cosinus t, c'est cosinus pi sur 2, donc c'est 0. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le signe de 1 moins 2 sinus t. Étude du signe de 1 moins 2 sinus t, donc on va résoudre l'inéquation 1 moins 2 sinus t est plus grand que 0. Ce qui signifie, alors je vais peut-être pas aller, je vais le faire moins vite que d'habitude. Par exemple, on peut dire moins 2 sinus t est plus grand que moins 1 en ajoutant moins 1 aux demandes de l'inégalité. Si je multiplie par moins 1, je vais changer le sens. Donc 2 sinus t est plus petit que 1, et puis du coup, en divisant par 2 qui est positif, on ne change pas le sens. Sinus t doit être plus petit que 1/2. Alors en général, après, ce qu'on vous demande, c'est de dessiner un cercle trigonométrique et puis de voir ce qui se passe. Alors on peut faire aussi une remarque, c'est que du coup, sinus t doit être plus petit. Alors on peut aller chercher un angle dont le sinus vaut 1,5. On en connaît un dans 0 pi sur 2, c'est pi sur 6.
Et puis, si on connaît bien les variations de la fonction sinus sur 0 pi sur 2, elle est croissante et même strictement croissante. Du coup, on peut affirmer que t doit être plus petit que pi sur 6. Et à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le cercle trigonométrique, mais bon, c'est bien pratique. Donc à l'écran, vous devez voir une figure avec la zone graphique qui nous intéresse, hein, donc le cercle trigonométrique, bon là il s'appelle gamma, c'est pas le gamma de l'énoncé, peu importe, avec un repère OIJ, j'ai même placé le point K qui correspond à pi, le point L qui correspond à moins pi sur 2, donc entre parenthèses je vous ai mis les valeurs qui sont associées au point. Alors pour résoudre sinus t plus petit que 1,5 ou sinus t plus grand que 1,5, ici c'est sinus t plus petit que 1,5, on place 1,5 sur l'axe des ordonnées, on trace à droite l'équation y égale 1,5, elle coupe le cercle en deux points, il y a le point A associé à pi sur 6 et le point B associé à 5 pi sur 6. Alors je sais bien que dans l'exercice on ne s'intéresse qu'aux valeurs entre 0 et pi sur 2, mais dans d'autres exercices vous pourriez avoir besoin de tout le cercle trigonométrique, hein. C'est pour ça que j'ai préféré le tracer. Donc, voulant le sinus t plus petit que 1,5, j'ai colorié en bleu tout ce qui était en dessous, vous voyez, de cette valeur 1,5, sur l'axe des ordonnées. On lit les sinus sur l'axe ordonnées. Évidemment, si je colorie en bleu cette zone, et bien finalement, je colorie en bleu l'arc ici, qui va rejoindre le point B et le point A. Et puis au-dessus de 1,5, j'ai colorié en rouge un segment qui correspond à un arc, qui part du point A et qui arrive au point B. Alors que l'autre partait du point B pour arriver au point A dans le sens direct, appelé sens trigonométrique. Et donc, si on s'intéresse qu'au quart de cercle, là, évidemment, avec l'arc IJ, on va trouver que les valeurs de t sont plus petites que pi sur 6, évidemment, supérieur ou égal à 0. Hein. Voilà. Donc on a retrouvé en fait ceci avec le cercle trigo, mais n'oubliez pas que ceci, j'ai réussi à le dire, mais tout en sachant que ici on travaille avec t entre 0 et pi sur 2. Hein. Donc je vais faire apparaître sur un petit dessin 0 pi sur 2, pi sur 6 aussi, je vais peut-être colorier. Et donc nous, ce qu'on va colorier en bleu, c'est toutes les valeurs entre 0 et pi sur 6. Je vais colorier en vert le point ici à d'abscisse pi sur 6, parce que quand t vaut pi sur 6, sinus t est égal à 1,5, donc 1 moins 2 sinus t vaut 0. Tiens, après tout, un petit peu de couleur, hein, ça on peut faire au brouillon, donc 1 moins 2 sinus t est positif pour t entre 0 et pi sur 6, et puis ensuite entre 0, pi sur 6, pardon, et pi sur 2. Alors, pi sur 2, il est inclus, mais pi sur 6, il n'est pas inclus. Évidemment, on va pouvoir mettre un signe moins. Plus, et puis après, si on veut, on peut mettre un 0 ici. Comme ça, on a le signe de 1 moins 2 sinus t. Bon, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dresser, moi je pense que c'est mieux, le tableau de signes de cosinus t fois 1 moins 2 sinus t pour avoir le signe de f' de t. Donc on va dresser le tableau du signe de f' de t. Alors t varie entre 0 et pi sur 2 et on sait que nous on a besoin de faire apparaître la valeur remarquable pi sur 6 qui annule le deuxième facteur. Et pi sur 2 annule le premier. Alors, précaution, en dessous de pi sur 6, on trace une verticale. Alors, et après tout, quand t vaut 0, cosinus t, il vaut 1. Alors, je conseillais à mes élèves de le faire, comme ça ils pouvaient vérifier le signe éventuellement. Hein. Forcément, ici, c'est positif. Bon, puis on a vu que c'était positif. Pour les valeurs de t supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à pi sur 2, et en pi sur 2, attention, cosinus pi sur 2 vaut 0.
Bon, et puis pour 1 moins 2 sinus t, on a vu que cette expression s'annulait pour t égale pi sur 6. Et puis on avait dressé le tableau de signes tout à l'heure. Alors je vais mettre un petit peu de couleur peut-être, j'aurais dû peut-être le faire ici, un coup de bleu sur positif, et puis on mettra un petit coup de rouge pour négatif. Un petit coup de rouge n'a jamais fait de mal à personne, me disait mon papa. Et donc, et ben avec les valeurs, tiens, ça permet de vérifier. Quand vous avez 1 moins 2 sinus 0, ça vaut 1, et donc ici je peux mettre 1, alors je peux le mettre en bleu peut-être, puisqu'il est positif, comme celui-là. Donc ici, tiens, on a encore 1. Alors parfois il y a certaines valeurs qu'on n'écrit pas, parce que c'est un peu plus... peut-être un peu moins agréable. Par exemple ici, cos pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2, on va pas le mettre. Bon. Enfin, on pourrait. Et puis, qu'est-ce qu'on a trouvé du coup? Ici, on avait trouvé plus 0 moins. Alors, est-ce qu'en pi sur 2, le calcul est simple? Oui, on l'a fait tout à l'heure. 1 moins 2 fois sinus pi sur 2, 1 moins 2. Donc ici, on peut mettre moins 1. Bon, ça permet parfois de se récupérer parce que ça va vite de commettre une erreur de signe éventuellement. Bon, et puis le produit, 1 fois 1, je vais mettre 1. Comme le produit c'est f' de t, par exemple, je sais que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0, qui est en fait le point où ici, a pour coefficient directeur de la tangente c'est 1. Et puis, comme c'est une tangente qui passe par le point rouge, c'est en fait la droite d'équation y égale x. Bon. Je pense que pour produit des signes, ça va aller. Donc, un petit coup de vert quand ça s'annule, ça fait pas de mal. Et puis, le produit d'un nombre strictement positif par un nombre strictement négatif, c'est strictement négatif. Et attention, parce que là, au bout, 0 fois moins 1, 0. Donc on a en fait réussi à obtenir le signe de f' de t. Bon on va pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc grâce au signe de f' de t, nous allons pouvoir dire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 6, fermant 0, fermant pi sur 6, qu'ensuite la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle a. J'aurais pu faire peut-être une petite ligne, ça serait plus joli. Voilà. Donc il nous manque les valeurs f de 0, f de pi sur 6, f de pi sur 2. Alors j'ai envie de dire avec le dessin qui était donné dans l'énoncé, l'image de 0, c'est quasiment évident que c'est 0, mais on va quand même le vérifier. F de 0, c'est sinus 0, facteur de 1 moins sinus 0. Puisque f de t, c'était sinus t, facteur de 1 moins sinus t. Sinus 0, 0, donc on a 0. Alors, si on s'intéresse à f de pi sur 2, qui est peut-être plus simple, on va voir que c'est aussi 0 normalement, puisque en pi sur 2, on avait remarqué géométriquement que le rectangle bois était aplati. Donc, sinus pi sur 2, facteur de 1 moins sinus pi sur 2. Comme ça, on revoit les valeurs remarquables. 1, facteur de 1 moins 1. Donc, on obtient 0. 1 fois 0, ça fait 0. Bon, et maintenant, la valeur qui nous intéresse le plus, évidemment, parce que ça y est, on sait pour quelle valeur de t, f de t maximale. Maintenant, on n'était même pas obligé de dresser le tableau de variation. Enfin, bon, c'est toujours intéressant. Donc, f de pi sur 2, 6, pardon. Vous voyez, parfois, je dis des choses dans les vidéos et je n'écris pas forcément ce que j'ai dit. Je suis assez distrait. F de pi sur 6, sinus pi sur 6 multiplié par 1 moins sinus pi sur 6. Alors, il est assez sympa, pi sur 6, parce que son sinus, c'est 1,5.
Donc ça nous fait 1,5 facteur de 1 moins 1,5. 1,5 fois 1,5, 1/4. Bon, on peut conclure, hein, donc par rapport à la question de l'énoncé, hein, la valeur de t appartenant à 0 pi sur 2 pour laquelle f de t est maximale, hein, f de t est maximale, eh bien c'est t égale pi sur 6. Et on pourrait préciser cette valeur maximale vaut 1/4. Alors, petite remarque, est-ce qu'on peut le construire, ce rectangle BOS d'air maximal? Il s'agit de placer un point de sorte que, ici, ce qui est intéressant, c'est que sinus pi sur 6 vaut 1/2, ce qui veut dire que, eh bien, le point B qu'on doit placer, il est situé au milieu de OJ. Alors ça, c'est pas trop dur à construire. On peut construire la médiatrice du segment OJ. Elle va couper OJ en B, puis du coup elle va couper IJ en S. Et il n'y a plus qu'à projeter. Bon, après, il y a la règle au compas, on peut le faire aussi pour obtenir le point A. Il s'agirait par exemple de construire une perpendiculaire à S passant par passant par S à OI, ou alors si on est un petit peu malin, on se dit de toute façon le point A ça doit être aussi le milieu de OI. Hein. Donc voilà notre point A. Alors là on a 1,5. Puis du coup ici on a 1,5 aussi. Ce qui fait que le rectangle BOA d'air maximal, en fait c'est un carré ici. Le carré BOS, avec A et B qui sont les milieux des segments OI et BJ. On pourra remarquer aussi que par exemple, dans ce cas-là, la diagonale AB, elle est parallèle à IJ, puisque A et B sont les milieux de OI et OJ. Bon, c'est joli tout ça. Sauf que mon maître Marcel, lui, il a une autre façon de faire qui est beaucoup plus élégante. Donc on va aller voir la méthode de Marcel. Alors, qui est Marcel? Bon professeur de mathématiques quand j'étais en classe de seconde. Ensuite, mon collègue. Mon partenaire préféré quand nous jouions au volleyball. Mon ami, mon maître, comme l'aurait dit le chanteur Serge Lama. Tiens, j'ai oublié la majuscule, hein. J'ai écrit le texte ce matin, juste avant de vous faire la vidéo. Alors, avec un humour décapant et un brin provocateur, très doué en mathématiques. Peut-être la personne que j'ai côtoyée la plus douée en mathématiques. Bon, et puis c'est aussi la personne qui a prononcé un discours à ma place lors de mon départ en retraite pour le pot de fin d'année que j'ai séché. J'ai un peu trop souffert dans l'éducation nationale à cause de certaines personnes. Voilà, Marcel, il me dit, mais tu t'ennuies pour pas grand-chose. Et voici la manière de faire de Marcel. Alors lui, il dit sinus t multiplié par 1 moins sinus t, quand est-ce que c'est maximal? Il dit c'est quand x, facteur de 1 moins x, est maximal. Alors ce qu'il dit pas Marcel, parce qu'il était comme ça, c'est qu'il faut quand même se dire qu'ici on va poser x égale sinus t. Bon, il en faisait exprès de pas tout dire.
Ça nous faisait réfléchir. Les matheux. Ah, je regrette ce temps-là où on pouvait se poser des questions, résoudre des problèmes de différentes façons. Moi, je proposais à mes collègues parfois certains exercices. Alors, c'était marrant, on avait parfois pas du tout la même façon de raisonner, de voir les choses. Certains prenaient en géométrie, par exemple, des coordonnées, d'autres prenaient des théorèmes de géométrie, c'était pas forcément les mêmes, etc. Là, j'aurais peut-être pu vous mettre aussi le multiplier, après tout, hein, x facteur de 1 moins x. Alors, il nous dit que c'est maximal quand x égale 1,5. Alors là, il a été assez vite, en fait. X facteur de 1 moins x, c'est un polynôme du second degré. Donc, je vais vous rajouter x moins x le tout au carré. Alors, attention, parce que pourquoi ensuite x égale 1,5, il s'agirait d'étudier les variations, par exemple, de ce polynôme. Hein. Donc la dérivée, c'est 1 moins 2x, et puis donc x moins x carré, même si on l'étudie sur grand R, prend une valeur maximale quand x vaut 1,5. Je vous laisse le faire, c'est pas très dur. Ou alors aller chercher des outils de la classe de première. On vous disait quand le coefficient de x carré est strictement négatif, ici vous avez la courbe associée qui commence par monter, ensuite redescendre, et puis on peut trouver la valeur 1,5 en fonction des coefficients petit bêta et petit b, moins b sur 2a, et puis ça vous donne 1,5. Bon, moi je trouve que c'est mieux de dériver. Chacun peut se faire comme il veut. Et donc x égale 1,5, ça veut dire que le sinus t doit être égal à 1,5. Alors il dit ensuite, c'est vrai, si seulement si t égale pi sur 6, quand même, c'est parce que là on travaille dans l'intervalle bah, 0 pi sur 2. Hein. Évidemment, ce ne serait pas forcément vrai, sinon, en fonction de l'intervalle sur lequel vous travaillez. Bon, mais pour Marcel, c'était évident. Ah, sacré bonhomme. Et donc, sinus t égale 1,5, t égale pi sur 6, et puis il nous disait, je sais plus, alors basta parfois, c'est terminé, voilà. Bon, j'avais écrit, Marcel voulait justifier certaines étapes de son raisonnement, parce que j'ai pas tout écrit là. Voilà, c'est la méthode élégante. Alors c'est très rare qu'on puisse faire comme ça. En fait, ce qui se passe ici, pourquoi aussi ça marche bien, c'est parce que vous devez regarder quand est-ce que le produit de deux nombres est maximal et la somme des deux vaut 1. Et donc, voilà, ça marche bien, quoi. Évidemment, si vous aviez cosinus t facteur de 1 moins sinus t, vous ne pourriez pas, en tout cas, pas raisonner comme ça. Alors, il y a parfois moyen de raisonner avec des changements de variables comme ça. Bon, ça arrive. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Nous sommes le 6 février 2025, 10h10. Bientôt les vacances pour certains. Si ce que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Sinon, un message si vous voulez que j'aborde quelque chose de la classe de terminale, maths experte ou maths spécialité. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.